Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait potentiellement plaire à certains d'entre vous qui voudraient se lancer dans la vidéo, la photographie, ou même dans les deux, on ne sait jamais. Il s'agit du choix du matériel au tout départ. Qu'est-ce que je vais acheter finalement pour bien me lancer, pour avoir une possibilité d'évolution et surtout pour que ce matériel ne soit pas directement obsolète après quelques années. On va commencer directement déjà avec le premier point très important, c'est le choix du site Internet. C'est primordial d'avoir un bon service client, de pouvoir faire des retours ou même des remboursements en cas de problème. Et pour ce faire, j'ai 4 sites à vous proposer que j'utilise personnellement pour mes achats. Le premier, c'est Digitech, site principal pour la majorité des achats en raison d'un service client très fiable, des paiements sur facture possibles, après une vérification de solvabilité et de la vitesse d'envoi qui est généralement d'un jour. En gros, vous commandez, le jour suivant, ça arrive chez vous. Bien sûr, si le produit vient de sortir, il faudra attendre quand même certaines semaines, ça dépend encore au niveau de l'approvisionnement, comment il gère le truc, mais généralement ça prend juste un jour. Dans le deuxième cas, ce sera Visuals, si je souhaite avoir des conseils professionnels sur du matériel de cinéma qui m'intéresserait en particulier, que ce soit pour de l'achat ou de la location. Le troisième, c'est CVP, un site anglais assez connu pour un service client professionnel, de la marchandise de qualité, même d'occasion. En plus de ça, les personnes qui gèrent ce site ont une chaîne YouTube qui parle en profondeur de matériel, donc rien de mieux pour se tenir au courant des nouveautés et de savoir si elles valent la peine ou non. Pour ce qui est maintenant du quatrième et dernier site que j'utilise régulièrement, il s'agit de Miss Numérique, un site français que j'utilise en cas d'ultime recours si je ne trouve pas un produit ou que ce dernier vient tout juste de sortir. Encore une fois, le service client et la vitesse d'envoi sont exceptionnels, de ce fait, je ne peux que vous le conseiller. Passons à présent au choix de l'ordinateur, car c'est la pièce maîtresse de votre setup, sans quoi en fait rien ne serait possible, et dans ce cas précis, vous avez deux options. La première option, ce serait d'avoir un PC que vous faites vous-même. L'avantage, c'est le choix dans les détails des composants, la possibilité de les changer et donc de rester en constante évolution, d'apprendre à gérer les problèmes informatiques mineurs et bien sûr, le côté ludique. Ma recommandation, c'est de ne pas lésigner sur les moyens, prenez des composants de qualité et performants en raison des programmes de montage et d'étalonnage qui sont très souvent gourmands. Par contre, si vous n'avez pas forcément le temps ou même l'envie de le faire, un PC portable serait la meilleure option dans ce cas précis. L'avantage, c'est la mobilité absolue, une puissance semblable à un PC que l'on pourrait faire soi-même et un gain de temps considérable. Je vous conseille la gamme ProArt de chez Asus qui comprend un riche panel de possibilités. Nous avons entre autres deux modèles qui sont de véritables machines de guerre. Le premier, c'est le ZenBook Pro Duo 15 OLED avec une Intel Core i9 12e génération, 32 Go de RAM en DDR5 et 1 Tera de stockage en interne. Ce dernier dispose d'un double écran, ce qui pourrait être intéressant pour le montage si l'on met sa timeline sur l'écran du bas et son rendu sur l'écran du haut. Et pour ce qui est de mon deuxième choix, je me tournerai vers le ZenBook Pro 16X OLED, Intel Core i9 12e génération, 32 Go de RAM en DDR15 et 2 Tera de stockage en interne, mais cette fois-ci sur un seul écran. Sachez aussi que ces deux portables sont munis d'une dalle OLED qui permet d'afficher des noirs parfaites et bien sûr, les deux écrans sont tactiles. C'est vraiment incroyable, on peut utiliser un stylet d'ailleurs dans le deuxième choix, il est déjà fourni avec. Pour ce qui est du premier, je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, c'est vraiment génial d'avoir du tactile sur des PC portables. Passons à présent au point numéro 3, qui est le choix de l'écran, parce que oui, vous en aurez de toute façon besoin si vous avez un PC que vous faites vous-même, mais par contre, ce n'est en rien obligatoire pour un PC portable, par contre, c'est vivement recommandé. De ce côté-là, on va rester dans la gamme ProArt d'Asus pour des raisons de respect des couleurs et de qualité générale d'image qui ne changent pas dans l'intégralité de la gamme, que ce soit pour le moins cher ou pour le plus cher des écrans. Je vous laisserai donc regarder en fonction de votre budget dans cette gamme, mais par contre, si Asus n'est pas forcément quelque chose que vous appréciez, ou du moins pas votre premier choix, je vous conseille de vous diriger vers une technologie d'écran IPS. C'est la seule chose qui compte véritablement. Dans tous les cas, on va passer au point numéro 4, qui est le choix du bureau. C'est peut-être tout bête comme idée, mais oui, avoir un bureau assis debout, c'est quelque chose qui a changé ma vie, et personnellement, aujourd'hui, je travaille plus debout qu'assis.
exception faite lorsque je fais un épisode où je suis tout le temps assis. En l'occurrence, le mien est un TechTake de chez Digitech, ils en ont plusieurs mais comptez quand même entre 300 et 400 francs pour un bon modèle, sans compter la table qu'il faudra bien évidemment choisir dans votre magasin de bricolage préféré. Dans mon cas, ça m'avait coûté 80 francs pour un plateau suffisamment robuste. Passons à présent au choix de la lumière, un choix déterminant mais pourtant avec plusieurs possibilités. Et la première, c'est bien évidemment de travailler avec de la lumière naturelle. L'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est le meilleur entraînement pour comprendre comment fonctionne la lumière sur un sujet, ça permet d'obtenir un rendu naturellement cinématique si les conditions sont optimales. Vous aurez tout de même besoin d'un moyen de diffusion, en l'occurrence j'en ai un de chez Manfrotto qui comprend la bâche de diffusion, un floppy et une surface réfléchissante, le tout avec un cadre en aluminium dépliable de 2 mètres sur 2 pour environ 600 francs. Le prix peut varier mais généralement on le trouve dans ces eaux-là. Prenez conscience par contre qu'une fois déplié, ce dernier est assez grand et donc pensez à avoir une paire de trépieds assez solide ou au pire des cas, demandez à 2 personnes de tenir le cadre, c'est l'option gratuite. Le deuxième choix qui serait un peu plus coûteux, enfin clairement plus coûteux, c'est de la lumière artificielle. L'avantage, c'est un contrôle absolu de l'éclairage. Dans ce cas précis, je vous conseille quand même d'investir dans une seule keylight pour commencer et pour les budgets les plus bas, ce sera le Forza 60 que l'on trouve aux alentours de 300 francs et le Forza 150 qui se trouve aux alentours de 500 francs et qui sont d'excellents choix. Ces deux produits de la marque Nanlite sont vraiment exceptionnels pour débuter et trouveraient même leur place dans un setup professionnel sans aucun problème. Si par contre vous souhaitez une keylight bien plus conséquente pour l'utiliser à la fois sur le terrain et en studio, je vous propose le Forza 300B de chez Nanlite ou l'Aputure LS C300D Mark II de chez Aputure. Là par contre on sera sur des produits qui seront autour des 1000 francs, mais croyez-moi, lorsqu'il s'agit d'obtenir le meilleur résultat, ces produits en sont capables et sans problème. Mon conseil dans tous les cas, c'est d'équiper votre keylight d'un dôme de diffusion relativement grand, car plus la surface de diffusion est grande et plus douce sera la lumière sur le sujet. Prenez aussi en compte des accessoires comme des nids d'abeilles qui permettent de mieux diriger la lumière, ou même les lanternes pouvant simuler la lune si l'on se trouve en extérieur. C'est le tour maintenant du point numéro 6 qui est le choix du boîtier, et de ce côté-là, on va commencer déjà avec les boîtiers photo. On va commencer donc avec l'A7R3, 42 mégapixels, plein format, très bonne justesse des couleurs, qui plus est résistant aux éclaboussures et aux intempéries en tout genre, ça fait de lui l'un des meilleurs boîtiers du marché au prix de 2700 francs environ. Pour ce qui est de mon deuxième choix, je me tournerai vers l'A7R4, 61 mégapixels, plein format, encore une fois une très bonne justesse des couleurs et résistance au tumulte de la nature. Sa qualité de conception lui donne l'occasion de s'élever 1000 francs au-dessus de l'A7R3, mais croyez-moi, pour l'avoir testé en studio, ce petit bijou en a sous le capot et mérite franchement le détour. Pour ces deux boîtiers, vous aurez évidemment besoin de bonnes cartes SD, en l'occurrence les Sony TUF-G sont parfaites pour le coup avec une grande vitesse d'écriture. Mon conseil sera de songer à vous équiper d'un grip batterie qui reste un accessoire sûr pour une meilleure prise en main et bien évidemment une plus grande longévité sur le terrain en raison des 2 batteries qu'il peut contenir. Pour ce qui est à présent des boîtiers vidéo, le choix se tourne aussi vers Sony, mais nous pouvons offrir une mention honorable à la magnifique Blackmagic 6K Pro Pocket qui est sans doute la plus grande surprise de ce siècle et la caméra de cinéma qui se situe parmi les plus abordables du moment au prix de 2389 francs. De ce fait, pour commencer, nous avons l'excellent A7S3, 12 mégapixels, plein format, 10 bits 422, une excellente performance en basse luminosité et une possibilité d'enregistrer en RAW externe avec un Ninja 5 de chez Atomos, que bien évidemment, je vous recommande avec cette caméra. On la trouvera vers les 4700 francs et si l'ergonomie de cette dernière ne vous plaît guère, la FX3 pourrait potentiellement vous satisfaire. Comptez par contre environ 500 francs de plus pour presque les mêmes performances. Ça fait cher payer le boîtier lorsqu'on sait qu'ils font quasiment la même chose. Mais rassurez-vous, parce que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément le budget mais qui veulent quand même travailler avec un boîtier Sony de qualité cinéma, eh bien j'ai peut-être quelque chose pour vous. Il s'agit de la FX30 qui vient tout juste de sortir avec 21 mégapixels, un capteur APS-C Super 35 et la même science au niveau des couleurs que la FX3. Vous pourrez l'obtenir très prochainement au prix de 2300 francs, ce qui la classe dans les caméras de cinéma les moins chères du marché. Au niveau du stockage, carte SD et CF Express sont de bons choix, mais si vous souhaitez travailler avec un Ninja 5, vous aurez besoin d'un SSD compatible et très puissant, en l'occurrence l'Atom X d'Angelbird est parfait pour la tâche. Alors ça c'était pour le côté terrestre, mais par contre lorsqu'on veut des plans aériens, il faudra absolument un drone, et de ce côté-là, j'en ai deux à vous proposer. Commençons avec le Mavic 2 Pro, 20
mégapixels, une durée de vol entre 20 et 25 minutes et une possibilité de filmer en log. L'avantage de ce drone sera sa qualité d'image et la facilité d'étalonnage. Cependant, faisant plus de 900 grammes, une licence sera obligatoire dans certains pays en cas de contrôle, mais sachez qu'en Suisse, ce détail n'est pas en vigueur. Pour ce qui est à présent du deuxième appareil, il s'agit du DJI Mini 3 Pro avec ses 48 mégapixels et son poids plume de 249 grammes, ce qui fait de lui l'un des aéronefs les plus légers, qualitatifs, abordables et complets du marché, puisque pour 1000 francs, vous disposez d'un drone livré avec sa télécommande et sans aucun besoin de licence. Partant de ce principe, ce sera sans aucun doute le meilleur choix pour commencer. Au niveau du stockage, alors sans surprise, ce sera des cartes micro SD. Généralement, on en trouve de très bonnes en dessous de 50 francs, donc ce sera pas forcément la plus grosse dépense que vous allez faire dans un setup. Et ça nous amène donc à partir sur le 7e point, qui est le choix des objectifs. Et là, c'est très intéressant. De ce côté, nous resterons chez Sony avec les G-Master. Pour une raison simple, ces derniers ont été conçus pour matcher à la perfection la science colorimétrique des boîtiers de la gamme Alpha ou Ciné de chez Sony. Et donc, pour être à la fois versatile et économe, je vous conseillerais de partir sur l'achat d'un seul objectif. Et dans ce cas précis, j'en ai encore deux à vous proposer. De ce fait, pour commencer, je proposerai le 35 mm G-Master, 524 grammes, une ouverture à f1.4, un super autofocus et une possibilité de faire de nombreux plans différents sans pour autant qu'on se rende compte qu'il s'agit de l'œuvre d'une seule focale. Pour le second, ce sera le 24-70 G-Master, 695 grammes, ouverture f2.8, magnifique autofocus et bien évidemment une versatilité enivrante. Chacun d'entre eux est évidemment tropicalisé et très résistant, et la raison pour laquelle je ne vous ai pas proposé des objectifs cinéma par exemple, eh bien c'est que la plupart du temps, les vrais objectifs cinéma sont très chers et assez compliqués à utiliser, donc la courbe d'apprentissage est relativement longue et généralement on utilise un objectif cinéma lorsqu'on a plusieurs opérateurs. Dans votre cas, ce serait pas forcément très utile au départ, mais pourquoi pas lorsque vous aurez pris vos aises par la suite. Et à présent, on passe au 8e et dernier point de cet épisode, qui est le choix des accessoires. Alors il y en a plein, mais j'en ai quelques-uns à vous proposer qui valent véritablement le détour. Le premier, ce sera le filtre VND 2 à 5 stops de chez Polar Pro. Il sera l'un de vos meilleurs alliés sur le terrain en vidéo comme en photo, très léger, donc parfait sur un gimbal comme à main levée, et bien sûr disponible en version mixte, ce qui offre un rendu très doux et diffus à l'image. Au niveau du prix, celui-ci sera entre 250 et 280 francs en fonction du revendeur. Dans ce cas précis, on peut le trouver sur Digitech, mais lorsqu'ils sont à court, je vous conseille d'aller sur le site de la maison mère, en l'occurrence sur Polar Pro. Maintenant, pour ce qui est du deuxième accessoire que j'ai à vous proposer, il s'agit du gimbal. On ne pouvait pas passer à côté du stabilisateur, et dans ce cas précis, eh bien, le RS3 Pro est le seul que j'ai à vous conseiller. Pour la simple et bonne raison que ce dernier vous ouvre la porte vers un monde, un écosystème tellement intéressant et qui va durer sur les années, qu'il s'agit en fait du meilleur stabilisateur que vous pourriez obtenir aujourd'hui. Donc c'est vraiment le seul que j'ai à vous conseiller dans cette catégorie. Enchaînant ensuite avec une série d'appareils qui sont assez sous-estimés, il s'agit des machines à fumer. Et oui, des appareils insoupçonnés et qui pourtant sont utilisés couramment dans le cinéma pour apporter un effet assez captivant à l'image. De ce côté, vous avez les fog machines et les hazer pour l'intérieur et les Artem Smoker pour l'extérieur. Tout dépendra de vos besoins, mais comptez au minimum 250 francs pour un bon appareil. Pour ce qui est maintenant du dernier accessoire, qui n'en est pas vraiment un, c'est le sac de transport. De mon côté, j'ai opté pour le Lowpro Tactic BP 450. Pas forcément cher pour un sac de cette qualité, puisqu'on le trouve à moins de 200 francs. Et il vous permet de transporter votre matériel en toute sécurité. Qui plus est, il a de bonnes dimensions pour un bagage cabine, donc vos voyages sont largement assurés. Et je crois bien que c'est à peu près tout. Alors bien évidemment, on n'a pas parlé du son par exemple, mais c'est un sujet que l'on parlera dans un autre épisode si ça vous intéresse. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a été peut-être utile, et nous on se revoit dans un prochain épisode très bientôt, donc d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.